Salut les rebelles intelligents. Récemment, je me suis fait interviewer par un journaliste du Figaro et il m'a demandé « Mais qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez ministre de l'Éducation ?» Alors, il posait cette question pour deux raisons. D'abord parce que, évidemment, on est en pleine campagne présidentielle, donc c'est un sujet brûlant. Et puis, bien sûr, parce que toute la première partie de Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, c'est une critique du système éducatif et de comment contourner ses limites. Puis bon, évidemment, le titre, il est aussi un petit peu piquant. Donc je vais donner une longue réponse et je me suis dit que ça serait intéressant que je partage mon point de vue avec vous. Qu'est-ce que je ferais si j'étais ministre de l'Éducation ? La toute première chose que je ferais, c'est partir de ce constat. On peut passer 20 ans ou plus de sa vie sur les bancs de l'école et on ne nous apprend jamais à apprendre. Réfléchissez un petit peu à ça. Comment vous expliquez ça? Que vous passez 20 ans de votre vie et plus à apprendre sur les bancs de l'école sans jamais qu'on vous explique comment faire ça de la manière la plus efficace possible. C'est un des nombreux manquements du système scolaire et je suis évidemment loin d'être le seul à en faire le constat. Par exemple, la répétition espacée a été prouvée depuis des décennies par les scientifiques comme étant une méthode d'apprentissage plus efficace que la méthode analogique utilisée à l'école. Si vous ne savez pas ce qu'est la répétition espacée, vous pouvez aller voir la vidéo dans laquelle j'explique le concept en cliquant sur la fiche ici en haut à droite ou le lien dans la description. En 1988, il y a un article au titre évocateur qui a été publié par des scientifiques américains. Je vous lis le titre. La répétition espacée, une étude de cas sur l'échec de l'application des résultats de la recherche psychologique à l'école. Là, c'est clair, on ne peut pas faire plus limpide comme titre. Et comme vous l'avez deviné, dans cet article, les chercheurs s'insurgent sur le fait que déjà en 1988, il n'y a aucune école, alors ça se passait aux États-Unis, mais c'est valable pour l'ensemble de l'Occident, voire même du monde, aucune école ne met en pratique dans son programme et sa manière d'enseigner l'apprentissage de la répétition espacée, alors que c'est prouvé par des méta-analyses, donc des études d'études qui montrent que c'est plus efficace. Et ils se disent, mais pourquoi ? Et 30 ans plus tard, aujourd'hui, on en est toujours au même point, alors même qu'on a accès à des tas de logiciels gratuits ou peu chers qui nous permettent d'utiliser la répétition espacée de manière encore plus efficace qu'en 88. Et d'ailleurs, sur cette incapacité de l'école à mettre dans ses programmes les découvertes de neurosciences, il y a Elkonon Goldberg, qui est professeur de neurologie, qui dit ceci: « Les parents se souviennent de leurs expériences scolaires et comme ils y ont survécu, ils sont souvent méfiants à propos des éducateurs qui expérimentent avec leurs enfants. » Ce qui explique pourquoi, en général, les écoles n'ont pas intégré beaucoup des découvertes des neurosciences et de la psychologie cognitive. Et ça, c'est un classique puisque l'école échoue de manière régulière et systématique à mettre en pratique dans son programme et ses méthodes les découvertes des neurosciences. Au point même que Terry Senjowski, qui est un chercheur en neurosciences, dit carrément « Apprendre est trop important pour être confié uniquement à l'école. Apprendre à apprendre est une compétence que vous pouvez maîtriser personnellement. » Ce qui veut dire par là, c'est qu'il est vain d'attendre que le système scolaire se réforme et qu'il vaut mieux développer cette compétence par soi-même. Eh bien, en tant que ministre de l'Éducation, c'est la première chose que je ferais, c'est mettre en place un groupe de scientifiques d'enseignants qui puissent faire la liaison entre les découvertes des neurosciences et les programmes scolaires tout simplement. Et une des premières choses que je ferais, c'est de mettre l'enseignement de la répétition espacée, puis l'utilisation de la répétition espacée au cœur de l'enseignement. C'est prouvé comme plus efficace. Pourquoi pas l'utiliser? Un autre grand échec du système scolaire est le suivant. Tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui qu'il est vraiment très important de savoir parler une langue étrangère. En premier lieu, l'anglais. Et c'est évident que c'est une compétence extrêmement importante au XXIe siècle dans notre monde ouvert et globalisé. Eh bien, devinez quel est le pourcentage de Français qui estiment pouvoir tenir une conversation simple dans une langue étrangère d'après la Commission européenne. Non, allez-y, dites un chiffre, vraiment. Eh bien, en France, figurez-vous qu'un mirobolant 19% de Français estiment pouvoir tenir une conversation simple dans une langue étrangère. Oui, monsieur. Donc là, c'est pareil. On a une compétence que tout le monde reconnaît comme étant ultra importante d'un côté, et d'un autre côté, on a 19% de Français qui savent parler dans une langue étrangère. Vous voyez pas que c'est un autre signe de l'inadéquation du système scolaire par rapport aux besoins du monde moderne. Nous avons aujourd'hui un système qui a une inertie énorme et qui
prend du retard de plus en plus sur un monde qui, lui, avance de plus en plus vite. Donc, l'autre réforme que je ferai en tant que ministre de l'Éducation, c'est que pour améliorer l'enseignement de l'anglais, eh bien, il y a une grosse contrainte aujourd'hui dans le système éducatif français, c'est qu'on demande aux profs d'anglais de parler impeccablement français. Et du coup, on se retrouve avec la plupart des profs d'anglais qui sont des francophones natifs et qui donc nous enseignent l'anglais avec déjà un accent français. Et c'est terrible parce que l'anglais est une langue qui est beaucoup plus difficile à l'oral qu'à l'écrit. Il y a des tas de sons qui n'existent pas en français et dès le départ, on part sur de mauvaises bases puisqu'on apprend déjà avec l'accent du prof et qu'en plus, la méthode n'est pas suffisamment axée sur l'oral et beaucoup trop sur l'écrit. Donc la première réforme que je ferai, c'est qu'on demanderait davantage aux profs d'anglais d'être impeccables dans leur anglais que d'être impeccables dans leur français. Du coup, ce qui ouvrirait les portes à des profs anglophones natifs. Et je pense qu'il y en aura plein, des profs aux États-Unis ou en Grande-Bretagne ou ailleurs qui aimeraient passer quelques années à enseigner en France. D'ailleurs, c'est une des raisons qui explique que les Québécois ont en général un bien meilleur anglais que les Français, c'est parce qu'ils ont davantage accès à des profs dont c'est la langue natale. Puis ensuite, je rendrai obligatoire le fait de faire un cursus de 6 mois à l'étranger. Et faire un cursus à l'étranger, ça veut dire dans une zone linguistique différente. Aller en Wallonie, ça suffit pas. Et ça aurait énormément de bénéfices. Découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, une nouvelle langue, ça va ouvrir des horizons intellectuels et culturels aux jeunes qui n'existent pas aujourd'hui. Et je pense que c'est tout à fait possible d'organiser des échanges comme ça de manière systématique avec les pays européens. Alors bien sûr, tout ça, ça demande un budget que je n'aurais peut-être pas si j'étais vraiment ministre de l'Éducation. Mais je vous donne mon programme idéal et finalement, ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est plutôt des choses que vous pouvez vous-même appliquer parce que vous ne pouvez pas tout attendre du système scolaire. Cette parenthèse étant fermée, un des autres grands bénéfices du fait de faire des études à l'étranger au moins quelques mois, c'est que ça a été prouvé, reprouvé et re-reprouvé qu'il est beaucoup plus efficace pour l'apprentissage d'une langue d'apprendre des autres matières dans cette langue plutôt que de juste avoir des cours sur cette langue. Donc si je veux devenir meilleur en anglais, il vaut mieux que je suive aussi des cours d'histoire, de géo ou de maths également en anglais plutôt que de juste suivre des cours d'anglais. C'est pour ça que les classes européennes ou les classes bilingues sont une idée absolument géniale et que c'est une honte que le programme scolaire de 2016 l'a supprimé et je suis d'accord avec les candidats qui souhaitent rétablir ces classes. Et donc maintenant, j'aimerais parler de l'OCDE, voilà. Ensuite, comme je l'ai brièvement abordé, l'école fait quand même un mauvais job pour préparer les jeunes au 21e siècle. Et je reprends une étude qui a été faite par l'OCDE qui donc s'est intéressé justement aux compétences les plus importantes pour le 21e siècle. Et voici les 4 compétences majeures que l'école devrait enseigner d'après elle. 1. Être plus créatif. 2. Former son esprit critique. 3. Résoudre efficacement les problèmes. 4. Mieux prendre des décisions. Alors, on peut dire que je pense que l'école, en tout cas au niveau universitaire, fait un bon boulot aujourd'hui pour enseigner, former son esprit critique. Par contre, pour être plus créatif, résoudre efficacement les problèmes, mieux prendre les décisions, il y a beaucoup de choses à dire. Le plus gros morceau dans tout ça, c'est la créativité. Picasso disait « Tout le monde naît artiste, le problème est de rester artiste en grandissant ». Et mon sentiment est que l'école étouffe la créativité de beaucoup d'élèves. Sir Ken Robinson est un spécialiste de l'éducation et il a fait une conférence TED qui est l'une des conférences les plus visitées du site. Au moment où je vous parle, c'est une vidéo qui a été vue plus de 44 millions de fois et ça augmente de mois en mois. Cette conférence, vous pouvez aller la voir en cliquant sur la fiche en haut à droite ou le lien dans la description, mais je vous la résume. En gros, il dit que le problème de l'école, c'est qu'avant tout, elle veut former des bons ouvriers, des bons salariés et que donc elle vise une certaine uniformité. Et qu'il y a aussi des matières qui sont plus valorisées que d'autres. Il dit par exemple que les maths sont plus mises en avant que la danse. Il donne l'exemple d'une petite fille qui avait énormément de mal à se concentrer et à apprendre avec la manière dont on lui enseignait et avec qui on avait prédit qu'elle allait complètement louper sa vie. Et cette petite fille s'est révélée être une des danseuses les plus talentueuse du XXe siècle au point que c'est devenu une des danseuses les plus célèbres. Cette danseuse, c'est Gillian Lynne. Et comme le dit Sir Ken Robinson, le problème c'est que les programmes scolaires ont été faits par des personnes qui sont avant tout académiques et qui n'ont pas le même rapport au corps que peut l'avoir une danseuse par exemple. Il dit d'ailleurs en rigolant que pour beaucoup de gens à l'université, leur corps c'est juste une manière de déplacer leur tête jusqu'aux salles de conférence. Donc en tant que ministre de l'Éducation, je mettrai la créativité davantage au centre du système éducatif et pour ça je pense que le mieux c'est tout simplement de s'inspirer des écoles Montessori qui a priori font un excellent travail pour ça. Enfin, nous sommes au XXIe siècle.
Nous sommes à une période de notre histoire où on ne peut garantir à personne que son métier existera encore dans 20 ans. Et que même s'il existe encore, il sera sans doute profondément chamboulé par l'arrivée de nouvelles technologies. Rappelons-nous qu'il y a 20 ans, la plupart des gens n'avaient pas de connexion Internet et n'avaient pas de téléphone portable. Du coup, une compétence fondamentale de notre siècle, c'est la volonté et la capacité d'apprendre tout au long de sa vie. Parce que si, quand vous sortez de l'école, vous pensez que vous n'avez plus besoin d'apprendre quoi que ce soit, vous allez forcément vous faire dépasser par le monde qui, lui, progresse de plus en plus vite. Et ça rejoint le fait de mettre l'apprentissage au cœur du programme scolaire. À partir du moment où les gens savent apprendre efficacement, c'est plus facile de les motiver pour apprendre tout au long de leur vie. Il faut essayer d'encourager l'autonomie, l'entrepreneuriat. Donner aux jeunes l'envie justement d'apprendre par eux-mêmes en leur montrant comment faire, leur montrer qu'il y a des sources incroyables, des trésors dans les bouquins. On ne donne pas assez aujourd'hui aux jeunes l'envie de lire. Ensuite, aujourd'hui, la gamification, c'est quelque chose qui est énormément utilisé par les startups dans le domaine de l'éducation pour créer des applications qui rendent addicts ces utilisateurs au fait d'apprendre davantage. Le meilleur exemple en est Duolingo, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo que vous pouvez voir en cliquant sur la fiche là ou dans la description. En tant que ministre de l'Éducation, je ferai développer, soit en interne, soit avec des partenariats avec des startups, des applications gamifiées qui vont permettre aux jeunes d'apprendre en s'amusant avec des mécanismes de motivation qui sont tirés des jeux vidéo. À une époque où il y a tellement de jeunes qui jouent aux jeux vidéo et qui ont accès à des smartphones ou des tablettes ou des ordinateurs, ce serait vraiment quelque chose qui va les aider à rester concentrés et à rester motivés et à accompagner leur apprentissage. Et alors, il y a aussi quelque chose d'important, c'est que justement avec la multiplication de tous ces appareils et de toutes ces interfaces web addictives, eh bien, il y a de plus en plus de jeunes qui ont du mal à rester concentrés sur les méthodes d'enseignement old school. Ce qu'il faudrait aussi, c'est enseigner justement à rester davantage concentré à l'école. Pareil, on reste 20 ans ou plus de notre vie sur les bancs de l'école. C'est important de savoir se concentrer, d'être sur le moment, dans le moment présent et tout ça. Et quel est l'outil roi pour apprendre à se concentrer et qui en plus a énormément de bénéfices pour la santé et le bonheur qui ont été prouvés par la science? Eh bien, tout simplement, la méditation. Alors je vous rassure, mon programme c'est pas de mettre un bol tibétain dans chaque classe, mais c'est tellement pareil, prouvé et reprouvé que la méditation a énormément d'effets bénéfiques et qu'en plus elle améliore la concentration et les capacités d'apprentissage qu'on devrait rendre obligatoire la méditation dans chaque classe. Juste 5 minutes de méditation par jour, ça a déjà énormément d'effets bénéfiques prouvés par la science. Donc c'est aussi quelque chose que je ferai en tant que ministre de l'Éducation. Ouais. Alors je pourrais parler de ce sujet pendant des heures, il y a beaucoup de choses à dire, mais cette vidéo est déjà longue. Donc avant de vous quitter, je vais parler d'un dernier point qui est le plus important. On entend à tous les coins de rue qu'il est super important de faire un boulot qui nous passionne. Je crois que c'est Confucius qui disait « À partir du moment où tu fais quelque chose qui te passionne, tu ne travailleras plus jamais de ta vie. » Et ça, c'est un super conseil, sauf que concrètement, quand vous regardez autour de vous, il y a combien de personnes qui vraiment sont passionnées par leur travail ? Et au-delà de cette étude de terrain que chacun peut faire, il y a une étude très très sérieuse faite par l'organisme Gallup qui donc a porté sur 230 000 employés dans 142 pays, hein, rien que ça, qui montre que dans le monde, 13% des gens adorent leur travail. Et tenez-vous bien, 24% des gens haïssent leur travail. Oui, ma petite dame. Et en France, c'est encore pire puisqu'il n'y a que 9% des gens qui déclarent aimer leur travail et que 26% le haïssent activement. Et entre ces deux, eh bien, il y a la majorité des Français qui ont un boulot qui est ni trop génial, ni trop nul, qui est un petit peu l'équivalent de pantoufles en ciment. C'est confortable, c'est pas exactement ce qu'on voulait, on s'épanouit pas vraiment, mais au moins ça fait manger et c'est pas si terrible que ça. Et ça, mes amis, c'est le plus grand échec du système éducatif moderne. Il échoue à faire en sorte que les gens fassent vraiment ce qui les passionne. Alors comment faire en sorte que les gens fassent davantage ce qui les passionne? Ça, c'est vrai que ça serait un challenge très difficile. En tant que ministre de l'Éducation, ce que je ferais, j'encouragerais tout simplement l'exploration, le droit à l'erreur. Et on rejoint cette idée de la créativité aussi. On ne peut pas être créatif si à un moment on ne se trompe pas, on n'explore pas des voies sans issue juste pour voir si ce n'est pas quelque chose qui nous plaît. Et je rendrais obligatoire tout simplement le fait de faire un projet concret, quel que soit le projet,
et qui aussi dans l'idéal se déroulait à l'étranger. Ça peut être de créer une entreprise ou une start-up, d'aller enseigner le français au Tibet ou au Brésil, de créer une ferme bio au Maroc ou de mettre des panneaux solaires au Sénégal, d'avoir en tout cas un projet qui soit un véritable challenge et qui teste vraiment concrètement sur le terrain les compétences qui auront été données aux jeunes, qui va tester justement leur autonomie, leur créativité, leur résilience, tout en leur enseignant à apporter de la valeur au monde tout en recevant de la valeur en échange. Donc évidemment, tout ça aurait un coût qui serait sans doute important et c'est évident que les véritables ministres de l'Éducation ont un budget et beaucoup de contraintes, puis aussi l'inertie de tout un métier, tout un corps qui parfois résiste beaucoup au changement. Mais un des messages principaux que j'essaie de partager dans Tout le monde n'a pas la chance de rater ses études, c'est que ces problèmes du système éducatif qui sont aujourd'hui bien réels, c'est vain d'attendre en fait que le système se réforme parce qu'il met, de toute façon, il a une inertie énorme et pendant ce temps-là, le monde va de plus en plus vite. Il est beaucoup plus efficace de prendre soi-même conscience de ces problèmes et d'essayer de les contourner par nous-mêmes. Et aujourd'hui, alors qu'on a accès à des choses technologiques absolument incroyables, il y a des milliards de ressources avec Internet, ça n'a jamais été aussi facile. D'ailleurs, je profite de cette vidéo un petit peu inhabituelle pour ouvrir le débat. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si vous étiez ministre de l'Éducation, qu'est-ce que vous feriez, vous, comme réforme et qu'est-ce que vous pensez des propositions que j'ai faites dans cette vidéo? Laissez-nous un commentaire dans les commentaires et je me ferai un plaisir de les lire et de voir un petit peu aussi ce que vous en pensez. Et je vous promets même d'intervenir régulièrement dedans parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. C'est pas pour rien que j'ai mis 4 ans à écrire mon livre et à mettre autant de références scientifiques dedans. Vraiment, mon objectif, c'est d'essayer de combler au maximum le gouffre grandissant entre l'école et le monde moderne réel. Donc laissez un commentaire pour me donner votre avis et allez aussi voir cette vidéo complémentaire sur comment apprendre efficacement au 21e siècle. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, soyez rebelles, soyez intelligents, faites partie des gens qui se bougent et de temps en temps, faites des propositions concrètes pour essayer d'améliorer la société. Parfois, on ne sait jamais, peut-être que vous ferez une proposition intéressante pour tout le monde. Merci et à très vite. Ciao.